L'éducation aux valeurs relève à la fois de la responsabilité de la famille, de l'école et des autres acteurs sociaux, civils et institutionnels dans un esprit de complémentarité des rôles. De nos jours, bien que les valeurs soient célébrées dans les discours sociaux, certaines sont déplorées parce qu'elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Duel des valeurs et contre-valeurs, éducation comme transmission des valeurs par la vie, tel est notre sujet du jour. Nous le décrypterons avec des personnes ressources bien averties, c'est-à-dire Son Excellence est Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, auteur du roman Au nom du Père et du Fils, une œuvre théologique dans laquelle il laisse chaque personnage exposer son monde de valeurs. Avec lui, nous aurons le révérend père Basile Aka, prêtre, fils de la divine providence Don Orione et psychologue, ainsi que Madame Viviane Kwesi, mère, professeur de français et membre de l'équipe littéraire de Monseigneur Awa. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour. Alors, comme annoncé, nous parlerons de valeurs et contre-valeurs également d'éducation. Monseigneur, dans votre roman Au nom du Père et du Fils, vous maniez si bien la langue française en faisant usage de plusieurs figures de style, à tel point que le lecteur a l'impression de vivre la même aventure que les personnages. Il arrive à s'identifier, il a l'impression que les situations vécues sont similaires à celles qu'il retrouve dans l'histoire relatée dans l'œuvre. Alors, on dira certainement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais pensez-vous qu'il existe des valeurs enracinées dans la nature de l'homme qui sont communes à toutes les cultures? Que nous soyons noirs, blancs, bon, vous parlez comme certaines personnes jaunes, bleues et tout ça, dites-nous. Je pense que la nature humaine est commune à toutes les ethnies, à toutes les races, si on peut parler ainsi, parce qu'elle vient de Dieu. Et fondamentalement, certaines valeurs sont les mêmes, puisqu'elles appartiennent foncièrement à la nature humaine. C'est ma conviction. Et le fait est là que d'une façon générale et transversale, disons à toutes les cultures, une mère aime son enfant. Il peut y avoir des exceptions qui fassent la règle, mais disons 99%, c'est le cas dans toutes les sociétés. Madame Kwesi, pour vous qui êtes une mère, éducatrice, enseignante, quelles sont les valeurs émergentes de nos réalités quotidiennes aujourd'hui? Merci, madame. Je pense que la première valeur, c'est faire la différence entre le bien et le mal. C'est ça, la valeur du bien. Voilà, ce qui est bien et qui vient de Dieu. Une autre valeur importante, c'est l'amour. L'amour, comme disait tout à l'heure Monseigneur, l'amour d'une mère pour son enfant, ou même l'amour d'un enfant pour ses parents, pour sa mère, pour son père, le respect qu'il peut y avoir entre l'aîné et celui qui vient après, etc. Il y a beaucoup de valeurs comme ça qui sont fondamentales et que je pense, comme dit Monseigneur, sont transversales dans toutes les races, dans toutes les ethnies ou dans toutes les sociétés. Voilà, le principe du bien, le principe du respect, le principe même de la dignité, respecter la dignité, etc. On va peut-être développer après. Mais voilà quelques éléments que je peux citer et qui ne sont pas enseignés forcément à l'école, qui commencent d'abord à la maison. Les principes de base à la maison, ce que j'appelle les fondamentaux. Voilà un peu ce que je pense. Très bien. Père Basile, vous voulez faire un additif? Oui, je crois que déjà quelqu'un parlait simplement de la race humaine, parce qu'il y a quelque chose en nous qui vient de Dieu, qui nous permet de faire la différence avec un non-humain. En psychologie, en domaine de la science, Carl Gustav Jung réussit à faire accepter, même par les non-croyants, l'imago Dei, qui signifie littéralement l'image de Dieu. C'est-à-dire que chaque personne humaine a enraciné au fond d'elle-même quelque chose qui lui permet à elle-même de prendre conscience qu'elle n'est pas un animal, excusez du terme, mais qu'elle est une réalité plus. Une réalité plus parce qu'il y a, on pourrait dire comme ça, il y a du divin en l'homme, même si quelqu'un peut ne pas reconnaître cela.
et ce qui donne à la personne humaine de porter déjà des valeurs qui sont des valeurs communes à tous, aux valeurs que a citées Madame Kwasi. J'ajouterai la valeur, la sacralité de la vie. C'est-à-dire, il faut que devant la vie, on dise ici, on ne touche pas. Tout à fait. Donc, ça permet après de poser les autres choses. La valeur de l'amour, non? Moi, le titre de l'ouvrage de Monseigneur, moi je dis au nom du Père et du Fils et de l'amour, au final. Parce que toute la dynamique, justement, va tourner autour de cette réalité qui construit et qui consolide l'humain en nous et qui donne place donc au divin aussi en chacun de nous. Je dirais juste ça. Alors, le monde semble être à témoin de la perte de son orientation éthique. Nos sociétés sont tiraillées par le duel des valeurs et contre-valeurs. Alors, mon père, dites-nous, comment est-ce que vous pouvez définir le terme contre-valeur? Qu'est-ce que nous devons entendre par contre-valeur? Je dirais d'abord, avant tout, la contre-valeur, c'est la valeur renversée. Donc, la valeur, c'est quoi? La valeur, c'est au fond ces repères, ces références, ces critères qui permettent à la personne de se construire. Donc, à partir de cela, la contre-valeur, c'est au fond tous ces éléments qui vont déconstruire la personne, ou si vous préférez, qui vont détruire la personne. Même si peut-être dans une première approche, ça semble lui donner des moments d'euphorie, des moments d'exception, des moments de choses, mais ce sont des choses qui finissent par déconstruire la personne, qui empêchent la personne de se construire, de grandir comme le veut le Créateur. Donc les contre-valeurs, ce sont tous ces éléments-là qui, dans notre manière d'être, de nous rapporter aux autres, nous déconstruisent et nous empêchent de grandir véritablement. Monseigneur, nous revenons à vous. Quelle est l'origine du duel des valeurs et des contre-valeurs? Dans le déroulement de la vie, comme on dit souvent, il y a des hauts et des bas. Et donc, il y a certaines vices qui nous orientent plus vers le bas et qui nous installent dans une certaine facilité, une certaine routine. Non? Donc, au fur et à mesure que la vie se déroule dans cette routine-là, on finit par normaliser ce qui n'est pas normal, parce que c'est devenu une habitude. L'habitude étant devenue une seconde nature, on sacralise cette contre-valeur ou bien ces mauvaises choses et on pense que c'est bien. Donc, c'est le processus de la vie qui, à un certain moment, prend un mauvais coup et qui nous oriente vers ces contre-valeurs. C'est là où se situe le problème. Donc, il manque de vigilance, la volonté s'affaiblit et petit à petit, on est réduit à ce schéma qui est au-dessous de l'ordinaire. Maintenant, quand il s'agit d'une personne, encore ça va, mais quand il s'agit de plusieurs personnes d'une société, alors bon, c'est normalisé, ça devient sacré, et puis bon, la valeur même devient quelque chose de pratiquement contradictoire ou de contraire à notre choix. Madame Kwasi, Oui, en quoi consiste l'éducation aux valeurs? ça c'est un programme. L'éducation aux valeurs, en quoi cela consiste? Je pense personnellement, je pense que peut-être que c'est sous le contrôle du psychologue, du père Aka. Je pense que l'éducation est terminée à 4-6 ans. Donc c'est du moment où l'enfant naît jusqu'à ce qu'il est, enfin jusqu'avant d'aller à l'école, qu'on installe en lui déjà les principes et les fondamentaux, comme je disais, la base. Voilà, donc pour moi, ce travail-là, c'est le travail des parents dans un premier temps. Et c'est un cheminement de patience, un cheminement d'amour. Mais vraiment, c'est quelque chose qui ne doit pas se passer forcément brutalement. Mais c'est un processus qui se met en marche. Voilà, donc quand vous me demandez ça, moi, pour moi, c'est ce cheminement-là que je vois. Voilà. De 0 à 4-5 ans, puisque après on va à l'école, on installe les bases. Et pour le reste, maintenant, on conduit, on rectifie au fur et à mesure. Voilà comment, pour moi, selon moi, se fait ce déroulement-là, ce fonctionnement. Voilà. Père Basile,
Ben, naturellement, vous l'avez compris, hein. Madame Kouassi vous a fait la Oui. passe. Oui, et je crois que, à la vérité, pour moi, l'éducation aux valeurs, c'est en fait l'éducation à la vie. Mm. C'est l'éducation à l'amour. Et Madame Kouassi dit bien, disant que il y a les bases, il y a les fondamentaux qu'on pose. Et puis après, il y a toute la construction de la vie elle-même. Il y a toute la construction. Là, je pense à une expression du père Franco Imoda, jésuite, qui dit qu'en fait, la personne humaine va se construire à partir de 3 paramètres. Il parle de l'altérité, il parle de l'historicité et il parle des stades de développement. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons devenir ce que nous sommes grâce aux interactions, et les premières interactions sont celles-là de la famille, avec les figures, etc. Et puis, il va avoir même aussi le contexte géographique, culturel, social, épocal, qui a un impact sur ce que nous sommes. Et puis finalement, il y a aussi les stades de développement. Une chose, c'est être entre 0 et 4 ans ou 5 ans. Et une autre chose, c'est être entre 8 et 15. Une autre chose, c'est être entre 16 et 22. Donc, tout ça a des incidences et la société elle-même n'aura pas les mêmes attentes vis-à-vis des personnes selon que la personne se trouve à un stade ou à un autre. Donc, tous ces éléments-là, en fait, participent de cette éducation aux valeurs qui est dans la thématique. C'est en fait éducation à la vie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va aider la personne à vivre, à se construire et à participer, à ajouter un plus à la vie qu'elle reçoit. C'est tout ça, au fond. Donc, oui, une certaine psychologie parle de l'arc de la vie. C'est tout l'arc de la vie qui, en fait, participe de cette éducation qui ne s'arrête jamais. Qui s'arrête jamais. Très bien, Monseigneur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques valeurs de l'éducation? Quelques valeurs, c'est vrai qu'on a entendu parler Ça commence de l'amour. par le respect. Par le respect. C'est-à-dire, les valeurs sont transmises. Il y a quelqu'un qui transmet, comme point de départ qui transmet. Et s'il n'y a pas le respect, on n'écoute pas, on n'apprécie pas et on ne connaît pas, disons, la valeur qu'on nous propose. Du coup, la thématique de la connaissance des valeurs est une chose, et en outre, il faut la thématique du choix de la valeur. Parce que parfois, on connaît bien, mais quand arrive le moment de choisir, on ne pose pas l'acte adéquat. Madame Kouassi, quelles sont les valeurs transmises par l'école? Bon, je pense que les valeurs transmises par l'école sont... En fait, l'école, c'est un prolongement. Voilà, l'école est un prolongement. Comme je le disais tout à l'heure, les fondamentaux sont déjà... En famille? Voilà, en famille, le respect, l'amour, la charité, vraiment toutes ces choses-là sont en principe déjà acquises à la maison. Et puis bon, l'école n'est qu'un prolongement. Quand on arrive à l'école, on sait déjà qu'il faut respecter le maître, il faut respecter l'enseignant. On sait déjà que, bon, quand on arrive, il faut dire bonjour, etc., etc. Donc l'école, en fait, ne fait que, comme disait tout à l'heure le père Aka, il disait que ce sont les différents stades. Donc l'école prend un relais, mais il y a déjà eu une base. Donc, l'école prolonge le respect de l'aîné, le respect du professeur, il faut être propre, il ne faut pas tricher, il ne faut pas se battre, etc., etc. Voilà des valeurs qui sont, comme je dis, amélioratives. C'est pour les améliorer qu'on amène les enfants à l'école. Voilà, on les met en situation avec les autres. Voilà. Donc, c'est ce travail-là que l'école est censée faire. Voilà. Mais l'école a certainement un rôle à jouer dans le processus de transmission donc, des normes. Absolument. Il y a déjà la connaissance, ouvrir l'esprit de l'enfant à d'autres champs que ce qu'on lui dit à la maison. Hein? Il y a des matières, l'histoire, la géographie, les sciences de la vie et de la terre. Bon, vraiment, il fait plusieurs expériences déjà au niveau de la connaissance intellectuelle. Ça, c'est un. Et puis,
c'est aussi l'éducation dans, comment dire, le civisme. Il faut respecter la patrie, il faut connaître l'hymne national, il faut arriver à l'heure, il faut être créatif parce qu'il y a des activités, il y a même des matières, la musique, les arts plastiques, enfin toutes ces choses-là, même l'EPS, l'éducation sportive, tout ça, ce sont des choses pour permettre à l'enfant non seulement d'exprimer des talents naturels, etc., D'avoir une certaine ouverture d'avoir une d'esprit et tout certaine ça. ouverture d'esprit, de même développer des talents. L'école, c'est une très bonne chose. Dans le principe, l'école est une très bonne chose. L'école aussi, de la L'école discipline. aide à la discipline, l'école aide l'enfant à vraiment s'ouvrir à la société et à savoir se comporter en société. Voilà. À présent, faisons une petite immersion dans l'œuvre. À une étape de la vie de Marie, son éducation a été confiée à des religieuses, sans oublier l'encadrement du père Emmanuel. Pour dire vrai, rien ne présageait que cette jeune fille serait en proie aux dérives sociales. Quelle explication peut-on donner à la situation à laquelle Marie a été confrontée dans l'œuvre, jusqu'à arriver à la perte de certaines valeurs? Elle était vraiment méconnaissable arrivée à ce moment. Le père Emmanuel ne reconnaissait plus sa fille. Où était passée cette jeune fille intelligente et tout ça, qu'il avait vraiment choyé, il avait vraiment tout mis à sa disposition pour qu'elle puisse réussir. Il avait même l'air des rêves pour cette dernière. Et bien finalement, elle a un peu déraillé. Une certaine lecture peut nous faire penser qu'elle a déraillé. D'accord. Mais à la vérité, Marie aussi, à travers sa manière d'agir et de réagir, en fait, renvoie à la société ce que la société lui a fait manquer. Donc, il y a une forme, on pourrait dire, de réaction, de révolte, de rébellion, qui peut prendre différentes figures. Mais en fait, Marie est simplement en train de nous dire, vous ne m'avez pas donné ce qu'il me faut pour me construire. Donc, il va voir, et c'est là aussi, Monseigneur tout à l'heure parlait de la transmission de valeurs, et puis l'autre dimension, c'est l'accueil et l'intégration de valeurs. Je peux recevoir des valeurs excellentes, mais les conditions de sa transmission peuvent me révolter de sorte que je dis, je n'en veux pas parce que je n'y crois pas, mais parce que c'est pas dans ces conditions-là que ça a dû m'être transmis. Donc, moi, je vois en cela Marie comme une figure qui interpelle ceux-là qui ont pour mission et pour devoir de transmettre les valeurs. C'est une interpellation pour moi. La réaction de Marie est une interpellation. Ce n'est pas pour dire qu'elle n'a pas sa propre responsabilité, parce que comme personne humaine, elle a la capacité de faire ses propres choix. Monseigneur parlait aussi tout à l'heure de la question des choix. C'est clair que si la volonté est fragilisée, si la volonté est mise en morceaux par les blessures, par les coups de la vie qu'elle a reçus, bien sûr, la réaction, on va manifester de quelque manière ces blessures, ces dysfonctionnements. Madame Précy, toujours Oui, vous appuyant sur l'histoire de Marie, D'accord. quels sont les inconvénients de l'éducation? J'étais en train de penser à quelque chose que disait Allez-y, le père, partagez-nous voilà. votre pensée. J'étais en train de penser qu'effectivement, Marie a peut-être grandi dans un cocon. Le père lui a présenté une certaine image de la société. Les religieuses ont fait autant. Et sortie de là, elle se retrouve face à un environnement qui est brutal. Bon, finalement, c'est comme si quelque part, on lui a menti. C'est pas ça, la vie. Et puis, bon, donc, ça révolte, c'est sa manière de réagir, la façon dont elle a réagi. Bon, elle a basculé dans la facilité, ce qui pouvait lui faire le moins de peine, le moins de tracas possible. Voilà, donc je suis effectivement d'accord que dans la transmission, il faut peut-être montrer, et ça c'est l'erreur de beaucoup de parents, qui montrent un visage, une belle image de la société, qui mettent les enfants dans un cocon, et puis quand brutalement ils sont face à des réalités qui sont difficiles, mais ils déraillent, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc la difficulté dans la transmission. Et puis il faut être vrai. Il faut être vrai. Voilà. Si vous avez un salaire de 200 000, ne faites pas croire à vos enfants que vous avez un salaire d'1 million. Parce qu'après ça, ils ne comprennent pas.
quand il y a des problèmes par la suite. Enfin, ça, c'était la parenthèse Très que bien. je voulais ajouter. Maintenant, à votre question. Ou bien c'est Alors, bon? allez-y, les inconvénients liés à l'éducation, les inconvénients Ah de oui, mais je pense l'éducation. que c'est dedans que j'étais Oui, tout déjà. à Hein, fait. que voilà, il faut être vrai. Moi, je pense que d'abord pour les parents, il faut être vrai avec ses enfants. Les situations que vous vivez, si elles sont difficiles, il faut que les enfants sachent que vous êtes dans des difficultés, qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas vous demander. Ou bien alors, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent savoir garder, savoir raison garder. Il faut être vrai. Moi, je pense que c'est ça. La vérité, c'est important. Très bien. C'est important pour conduire correctement les enfants. Et donc, à l'école, je pense, hein, personnellement, à l'école, c'est ce qui doit être qu'on doit enseigner à l'enfant. Et si l'enfant ne respecte pas cela, il doit pouvoir rendre compte. On doit pouvoir lui demander des comptes. On ne peut pas se permettre de dire non, il ne faut pas le traumatiser, ou bien il faut le ménager. Mais s'il a une attitude incorrecte, on doit pouvoir la corriger d'une manière ou d'une autre, sans qu'il y ait d'interférence autour. Sinon, comment est-ce que la personne va se construire, comme disait, comment est-ce qu'elle va se construire dans la vérité? C'est cela, dans la vérité, pour savoir que, bon, à telle étape, il y a forcément telle difficulté, ou bien il y a forcément telle facilité, etc., etc. Et pouvoir faire un choix vraiment correct. Voilà. C'est ce que moi je pense. Très bien. Nous allons permettre à l'auteur de s'exprimer sur la D'accord. question. Le père Emmanuel a pensé certainement donner le meilleur à Marie. Mais n'oublions pas que Marie avait un autre environnement avant d'arriver chez le père Emmanuel. Et je pense que Monseigneur va nous en dire un peu plus. Exactement. Il y a un certain équilibre dans la trame qui joue sur le balancement. Aux origines, il y avait une situation ordinaire, mais presque calamiteuse. Pour l'auteur, l'éducation se joue avec une clé. Quel sera l'avenir de telle personne? Et c'est en mesurant l'avenir qu'on prépare certains éléments pour mettre à la disposition. Donc, une personne dont les parents n'existent pas, on ne peut pas les remplacer, on ne peut pas les reconstituer. Il y aura des substituts. Alors, ces substituts, comme les éducateurs, doivent faire en sorte que la carence soit à moitié comblée ou bien quelque peu comblée. Pourvoir aux besoins ne suffit pas pour une personne en difficulté. Il y a l'affection, il y a la présence, il y a la sérénité, il y a tout. La vie se donne. Donc, le père Emmanuel, conscient de cela, a pris ses dispositions. Parce que tout part d'une sœur qui désormais va jouer plus ou moins la figure de la mère. Et le père Emmanuel va jouer la figure du père pour essayer d'équilibrer. Jusque-là, ça va pour un certain moment. C'est au moment où Marie va passer dans la phase active et va s'ouvrir sur un autre monde que les choses vont commencer à changer. Alors, l'enjeu est très simple. Une éducation doit être personnalisée. Mais jusqu'à quel point? Le psychologue, le père Basile, va nous dire. Parce que si c'est personnalisé à un certain moment, on peut créer la dépendance. Donc, c'est un jeu de deux pas en avant, un pas en arrière. Et puis, il y a des moments où, quelles que soient les capacités, la responsabilité, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Dans l'œuvre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à un certain moment, le père Emmanuel lui-même va demander conseil à l'un de ses confrères prêtres. Tout cela nous démontre la complexité de la personne humaine, de la nature humaine. Qui aura le dernier mot? Les parents, les éducateurs, les accompagnateurs ou bien le personnage même de Marie? Bon, l'aventure est ouverte, surtout qu'il s'agit d'un roman. Très bien. Père Basile? Oui, en fait, disons comme ça, la partie de entre guillemets, de la préhistoire de Marie est parsemée de beaucoup de blessures. Et dans une vie, dans la construction d'une vie, les blessures ne sont pas des choses banales. C'est un peu comme quand nous avons un palu. Notre mode de fonctionnement prend un coup. Et tout le monde l'accepte. Seulement que les blessures intérieures vont fonctionner de la même manière. Ça va créer des limites, des carences, des fragilités dans la personne. Et c'est là tout l'intérêt de la dimension personnalisée de l'éducation dont parlait tout à l'heure Monseigneur. C'est-à-dire
nous avons en face de nous des personnes humaines. Ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des stylos, ce ne sont pas où il faut simplement remplir. Il faut interagir avec les personnes. Et interagir, je dirais, de façon qualitative. Interagir de façon qualitative, parce que ce sont ces interactions qualitatives qui vont permettre non seulement de guérir quelquefois complètement ou en partie les blessures et de les dépasser. Et Mme Kwasi parlait tout à l'heure de la vérité. Et moi, je dirais à cette vérité-là, cette vérité prend la forme simplement de la cohérence de vie. La cohérence de vie et qui est dans la dynamique de l'éducation, on va dire, d'accord, cette personne-là, demain, aura à faire face à cette situation, à ce type de situation, etc., etc. Il faut l'aider à savoir qu'elle a déjà en elle du répondant, des ressources, des capacités pour faire face à ça. Et faire face de la meilleure des manières. Donc, cette vérité, forcément, doit prendre aussi bien pour le milieu éducatif, mais aussi pour la personne qui est éduquée, qui n'est pas simplement un réceptacle, parce que c'est une personne humaine qui va interagir avec les valeurs qui lui sont présentées en disant, écoute, regarde que c'est aussi ton niveau de cohérence qui va te permettre de rebondir, même si parfois la vie n'a pas été simple, n'a pas été facile. Donc ce sont des éléments dont on doit tenir compte dans une dynamique d'éducation. Mais il est certain que l'accompagnement, l'autre nom de la personnalisation de l'éducation, l'accompagnement qu'on va faire avec une personne qui a vécu certaines dynamiques va être d'un grand apport, d'un grand appui. Recherche de gains faciles, prostitution, perte de sagesse, perte de bon sens, incivisme, indiscipline font partie des contre-valeurs que Monseigneur Awa dépeint dans son œuvre. Force est de constater que ces dérives semblent gagner du terrain dans nos sociétés aujourd'hui. Comment faire subsister les valeurs dans ce monde, surtout caractérisé par l'interculturalité? Madame Kwasi. Les gens ont l'habitude de dire que le monde est un grand village ouvert, avec ses réseaux sociaux, avec ses nouvelles habitudes. Vous allez trouver deux jeunes gens qui sont assis là, ils ne communiquent pas. Hein. Ils se donnent des messages par... Donc, effectivement, dans un milieu aussi, comment je vais dire, mouvant, si je peux me permettre l'expression, l'éducation devient, effectivement, l'éducation aux valeurs devient quelque chose de difficile. Surtout nous, dans notre milieu scolaire. Vous savez que, en principe, hein, dans toutes les écoles, à l'entrée même des écoles, on met des affiches où on met que c'est interdit d'avoir des téléphones portables à l'intérieur de l'établissement. Mais l'enfant même, il vient déjà avec des écouteurs. Ça veut dire que c'est pour vous montrer que ce que vous êtes en train de dire là, ça n'a pas de sens. Quand vous lui arrachez le portable et que vous lui demandez qui vous a donné cela, non, c'est mon père, parce qu'il dit qu'il veut être en contact avec moi. Toi, tu n'es pas le président de la République. Tu n'as pas de rendez-vous à avoir avec les gens. Qu'est-ce que tu as à avoir un téléphone? Et le père justifie, ou la mère justifie cela. Non, Abidjan est devenu dangereux. Enfin bref, pour vous dire que on est vraiment, ça devient un travail titanesque de vouloir continuer. Parce qu'on fait, on peut faire ce qu'on veut, ce qu'on peut avec les enfants à la maison. Mais une fois qu'ils sont sortis, et ça a été souvent vu à l'école, c'est des personnalités différentes. Celui qui est à la maison est différent de celui qui est à l'école ou de celui qui est dans la rue. Donc, avec tout cela, ça devient effectivement très difficile. Donc, comment le réussir? Moi, je pense que déjà au niveau de l'État, il est important de prendre des décisions drastiques. Parce que c'est notre référentiel, tous. Si déjà au niveau de la tête, les bonnes décisions sont prises, et respectées. Et respectées. Parce que les décisions se prennent. Hein? Ah, mais si elles les sont décisions se prennent, si elles ne sont pas respectées, respectées, qu'on ne contrôle pas, ou qu'on ne laisse pas la main libre au premier contrôleur qui est l'enseignant ou qui est l'éducateur, mais ça devient compliqué. Donc, je pense que la solution vient de là-bas. Si là-bas, nous, on nous laisse les mains libres, nous, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, bon, par la suite, l'enfant va faire son choix, mais au moins, chacun aura fait son travail. Ça me semble vraiment important.
J'ai pris l'exemple du téléphone portable, mais il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre. Des enfants qu'on ne doit pas toucher. Un enfant qui rentre en classe sans cahier, sans livre, on doit pouvoir l'accepter. Moi, je trouve que ça, c'est quand même un peu gros. C'est quelle valeur on veut inculquer là? L'absence de documents pour travailler. C'est comme si on niait la connaissance. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que toutes ces petites frustrations-là qui en rajoutent, voilà, qui ne donnent même pas encore même le goût même de vouloir montrer la bonne direction à quelqu'un. Parce qu'on se dit que c'est déjà faux à la base. Voilà un peu ce que moi je pense avec une petite pointe d'amertume quand même. Voilà. Oui. Monseigneur, a-t-il quelque chose à ajouter? Non, vraiment, ça va. Très bien. Merci. Moi, Alors, vas-y. je voudrais, sur cette question-là du choix des facilités de Marie, je pense que nous ne devons pas perdre de vue la culture mouvante dans laquelle nous sommes, qui en fait, contre-valeur, va présenter la facilité comme une valeur. Absolument. Ça va présenter la facilité comme une valeur. C'est un peu comme si vous demandez, je ne sais pas, à un jeune homme de choisir entre 100 francs et 10 000. Qui fait un choix comme ça? Personne ne fait un choix entre 100 francs et 10 000. C'est-à-dire, parce que c'est évident. Donc, la société, en fait, va nous entraîner dans une culture mouvante, une culture de perpétuelle remise en cause de tout et de tous. Zygmunt Bauman, sociologue, dit qu'il parle de la société liquide. C'est-à-dire que ça nous passe de partout, ça nous échappe de partout. Et nous sommes dans une culture qui nous échappe de partout. Alors, en ce moment-là, justement parce que cette culture est liquide, liquéfiée, nous avons besoin de récipients au moins pour donner de la contenance. Donc, nous avons besoin de repères, nous avons besoin de règles, nous avons besoin de disciplines, nous avons besoin de valeurs qui restent des références. Ça, on ne touche pas parce que si on touche à ça, tout l'édifice va s'écrouler. Et malheureusement, notre incohérence fait que la culture est déjà liquéfiée, mais il manque même ses piliers. C'est comme vous faites un immeuble, vous dites, mais si on met des piliers, ça va coûter trop cher. Non, on fait sans les piliers. Ça ne va pas tenir. Tout simplement. Très bien. Askin Mounir, le père du père Emmanuel, était un homme âgé, mais pas du tout sage, qui a su profiter de la naïveté de Marie, jeune fille très intelligente, mais attirée par le gain facile. Faut-il remettre en cause ou réinterpréter l'influence des aînés sur les jeunes? Madame Grécy. Le père Aka disait tout à l'heure, il parlait des références. Il parlait des références, je pense que c'est par rapport à tout cela, parce que un aîné, il devient un peu comme un référent, un référent pour celui qui vient après. Et donc, si l'aîné n'est pas, comment dire, sage, s'il n'a pas les principes qu'il faut, les autres vont imiter, même si les parents veulent se battre. Parce qu'en général, les parents, quand ils font un premier enfant, ils ont tendance à le ménager, à lui donner un peu tout. Et on dit en général que les aînés là sont pas toujours ceux qui réussissent le plus facilement parce que, à cause de tout ce que j'ai cité. Donc, effectivement, ça peut remettre en cause parce que s'il n'y a pas de référent devant ou que celui qui est censé être le référent est de biais, ça va forcément entraîner les autres, à moins d'une personnalité vraiment forte qui veut vraiment s'en sortir. Il y a des chances qu'on suive ça. Hein. Il y a des chances qu'on suive ces aînés qui ne sont pas enfin, qui ne sont pas de véritables référents. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez donné un élément de réponse. Un élément de réponse. On va écouter le père, vas-y. Moi, je crois que une autre des difficultés aujourd'hui, c'est justement que les référents sont des pseudo-référents. C'est-à-dire, les référents, je dis, c'est qui? C'est la star. La star, quelles sont les valeurs que les stars-là vont nous présenter? Et ça, c'est des étoiles. C'est-à-dire, ça devait être la crème de la crème. Mais c'est quoi on va nous présenter? Des dynamiques simplement de facilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, entre s'asseoir, se donner du temps pour étudier et puis aller copier sur le net, bien sûr qu'on va aller copier sur le net. Parce que c'est plus facile.
C'est plus facile, c'est-à-dire, c'est comme si on disait, mais si je peux me coucher, pourquoi je dois m'asseoir? Si je peux m'asseoir, et pourquoi je dois me mettre debout? Parce que ça me coûte. Donc, nous avons une culture, là encore, je reviens sur la question de la culture, nous avons une culture qui nous tire vers le bas de ce point de vue-là. Mais la culture, nous la construisons nous-mêmes. Nous la construisons, nous avons notre participation. Donc, je crois qu'il faut revenir à, entre guillemets, ça peut sembler langage peut-être religieux, à cet ascétisme de la vie, à une certaine ascèse qui signifie simplement entraînement à. C'est-à-dire remettre l'effort, le sens du sacrifice comme des valeurs, comme des piliers, comme des références. Parce que sinon, on pourra tout dire, mais je disais une fois quelque part, j'ai dit, aujourd'hui, vous rentrez dans une pharmacie. Qu'est-ce que vous avez le plus? Vous avez au moins 80% de la pharmacie qui vous présente des médicaments contre la douleur. Parce qu'on dit que la douleur, ce n'est pas une bonne chose. Et pourtant, cette douleur, cette difficulté de la vie va nous former. Ça va nous donner de la consistance. Et alors, c'est clair que si vous avez 80% de ces médicaments qui sont contre la douleur, on va évacuer la douleur. On va sur un autre terrain peut-être, j'élargis un peu l'horizon. On va nous donner 70% pour faire bas de femmes qui vont accoucher par césarienne. La nature a pourvu, ou non? Donc, il y a des dynamiques comme ça que nous devons apprendre à récupérer simplement, selon moi. Nous devons apprendre à récupérer. Bien sûr, on ne va pas nous applaudir forcément pour ça, mais il y va de notre survie. Alors, Madame Précy, pensez-vous que le père Emmanuel a-t-il quelque part failli à son devoir? Oui, moi je le disais tout à l'heure quand parlait le père Ata, je disais qu'il a peut-être un peu trop présenté la vie, c'était un peu trop la vie en rose qu'il a présenté à Marie, sans la préparer à cette vie d'après le lycée, tout ça, pour aller dans la vie professionnelle. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait les moyens de le faire, d'aller jusqu'à la former à ce monde qui est ouvert, ouvert à la facilité et à tous les dangers possibles? Ce n'est pas évident. Bon, je pense que quelque part, le père Emmanuel a peut-être, enfin, l'encadrement était peut-être un peu trop limité. Il n'a pas pensé plus loin que ça. Voilà. Monseigneur. Bon, je ne partage pas trop cet avis, ce n'est pas pour me défendre, mais il y a des petites nuances à observer. C'est que Marie a été insérée dans une famille, assez complète famille. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une trajectoire à suivre. Et c'est Marie qui a écourté en faisant le choix, après son stage. Stage de pendant les vacances. C'est après ça qu'elle est venue, elle dit, bon, je ne vais plus à l'école. Comment tout ce qu'on a construit, on a prévu, instantanément, en un mois, ça dégringole. Et le père le dit, mais Marie, tu me surprends? C'est pas ce qu'on s'était dit. Et dans ça, elle n'a pas dit toute la vérité. C'est une affaire de love entre son patron et elle, mais elle a dit, c'est pour les questions de préparer son avenir avec avoir un peu d'argent et des finances. Donc là, le choix a été très facile de la part de Marie. Ce choix-là, elle est la seule responsable parce que le père a essayé de la raisonner pour que vraiment elle reprenne le chemin de l'école. Chemin de l'école qui donne le temps d'être éduqué, mais aussi d'être accompagné dans une certaine proximité par le père ou bien par la soeur ou bien par d'autres personnes. Alors que là, elle est restée dans le cercle de son patron et d'elle-même et du travail. Du coup, elle a consécuté, oui. Voilà. C'est comme ça que moi je comprends les choses. Très bien. Alors, moi, je crois moi aussi, je partage l'avis de Monseigneur, je crois que en ligne de principe, quelqu'un comme le père Emmanuel, il cherche de donner le meilleur de lui-même. Il peut avoir des erreurs dans la transmission, tout ça, mais en même temps, un des principes de l'éducation, je crois, c'est faire confiance en la capacité de la personne.
Et ça va faire appel par après au sens aussi de la responsabilité. Marie va court-circuiter parce que, entre guillemets, il y a la possibilité d'avoir l'argent facilement. La facilité. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ici, maintenant et tout de suite. Peu importe le comment, où ça va m'amener, tout ça, ça vient après. Seulement qu'on va se retrouver dans cet après aujourd'hui. C'est-à-dire, un exemple banal. Vous voulez qu'un jeune qui, devant un ordinateur, en 5 minutes, va se faire 20 millions de francs CFA, il le gère comment? Il ne connaît même pas la valeur de ces 20 millions. Il le gère comment? Pas plus tard qu'avant-hier, je lisais une jeune dame britannique qui disait que elle regrette d'avoir gagné, d'avoir fait le plus gros gain de l'euro million. C'est-à-dire ces jeux de hasard là. Mais pourquoi? Parce que la personne n'est pas prête à gérer ce qu'elle aura entre les mains. Parce que quand ce jeune homme devant l'ordinateur, il se fait par des moyens détournés autant d'argent en 5 minutes, il va faire quoi? Il va en boîte. Il s'achète une voiture, il va contre un poteau. Donc, c'est aussi tout ça, peut-être quelque part dans la dynamique de l'éducation, peut-être anticipé, mais on ne peut pas tout. Le Père Emmanuel, c'est une personne humaine. Elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Et de l'autre côté, il y a, comme disait Monseigneur, il y a la responsabilité de la personne qui, à un certain âge, est libre de faire ses choix et dans ses choix de faire ses propres erreurs. Très bien. Alors, mon père, nous allons maintenant essayer de solliciter la casquette du psychologue pour nous parler d'un fait. Monseigneur a fait ressortir quelque chose. Oui. Elle a caché à son père ce côté love-là. C'est vrai qu'on met en avant la question du gain facile, mais il faut dire que c'est une jeune fille aussi. Et d'autres sentiments naissent. En dehors de l'argent, de la facilité qui lui a été présentée, il y a eu certainement de la séduction de la part de cet homme rusé. Elle n'a pas osé dire cela à son père Emmanuel. C'est-à-dire que certains parents créent une certaine confiance entre les enfants et eux. Mais il y a certaines choses que les enfants n'arrivent pas à dire. Surtout les questions de cœur. La question de cœur, la question affective. Je pense que c'est dû peut-être à la qualité de cette confiance. Parce que s'il y a un rapport de confiance fort et solide, un enfant, la première personne à qui elle doit pouvoir exprimer ce qu'elle ressent, ça peut être la maman, ça peut être le papa, selon les interactions. Mais ça va poser la question de la qualité des liens. Et puis, de l'autre côté, c'est clair que bon, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais en même temps, c'est aussi la capacité que peut avoir une personne à se dire, moi d'accord, aujourd'hui, si je fais ce choix-là, ça m'amène où demain? C'est un peu comme dans nos villages, on dit, comment est-ce que tu te laves le visage? Tu pars du bas vers le haut ou de là-haut vers le bas? C'est-à-dire, ça, on tombe simplement dans une dynamique de bon sens que tous, de quelque manière, on peut entrevoir. Parce qu'une relation avec une telle personne, maintenant là, la personne peut ne pas être là demain matin. Moi, ça m'amène où? Dans 5 ans. Ça m'amène où? Dans 10 ans. C'est là aussi la dynamique de qu'est-ce qu'on fait? On fait l'omelette maintenant ou on attend le poulet demain? Quand on a l'œuf dans la main. Et ça, le système d'éducation devrait pouvoir... Parce que quand les jeunes, même aussi les adultes, les enfants, ne sont pas capables de posticiper le plaisir, mais que c'est ici, tout de suite et maintenant, ils vont s'étouffer. C'est comme vous achetez une glace pour votre enfant. Habituellement, on accompagne une cuillerée. Non, la cuillerée, ça prend trop de temps. Il l'envoie au visage, ça va créer des problèmes, c'est clair. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là que finalement, on va se retrouver. Parce que le cœur, oui, on a besoin d'aimer. Et toute personne humaine a besoin de ça. A besoin d'aimer, d'être aimé. Mais il y a aussi une préparation à l'amour même. Il faut qu'on prépare aussi nos enfants à aimer. Parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Ou bien, ça va prendre le nom d'amour sans que ça soit amour.
Ben, nous regardons Madame Poissy, mère éducatrice, enseignante. Ben, vous savez Comment cette que... éducation à l'amour là, Ah, voilà, se fait? voilà. Ça, Et à c'est- quel âge D'accord. il commence? J'espère que c'est pas une question piège. On parle Du des tout. femmes, hein, on parle pas des garçons encore, finalement. Non, non, en fait, pendant que le père était en train de parler, je réfléchissais à la pudeur. Ce grand mot et cette grande qualité qui fatigue beaucoup les mamans. Moi, en tout cas, j'en ai été victime. Ma mère ne m'a pratiquement rien dit, mais c'est de sa génération. Son hein. époque. Oui. Voilà, de son époque, de leur époque. C'est des choses dont on ne parlait pas de sexualité, d'amour, tout ça. Donc, elle a découvert mon premier amour comme ça, à la fin, où c'était tout propre. Là. Elle faisait que la fille, sinon, le cheminement n'a rien vu dedans. Bref, ça, c'était une parenthèse. Ça a été caché, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Maintenant, pour ce qui concerne les filles, les miennes même, et même mes élèves filles à l'école, c'est un combat. Même pour moi, c'est un combat entre la pudeur et le réalisme. Ça prend des tournures. Ça dit qu'on essaie de parler aux enfants, mais en même temps, on veut éviter d'être vulgaire. En même temps, notre propre éducation nous limite dans certaines choses. Et pourtant, on devrait peut-être pousser un peu plus parce que ces enfants d'aujourd'hui-là sont complètement ouverts. Je vous donne un petit exemple. Ma seconde fille, par exemple. Au moment où je la préparais, elle devait avoir peut-être 14, 15 ans par là. Je lui ai dit, tu sais, quand tu fais tes menstrues, il faut que tu notes la date. Elle dit, maman, mais tu te fatigues, je suis au courant de tout ça. Voilà. Donc, vraiment, ça dit que ça m'a fait un coup. Parce que je me suis dit, non, je me disais que moi, il fallait que j'attende un peu pour la préparer. Elle dit, maman, je sais tout ça. Mais on nous dit ça à l'école. On nous dit ça à l'école, donc je sais tout ça. Mais comme tu m'en as pas parlé, moi aussi, je n'ai rien dit. Mais sinon, je suis au courant. Voilà. Et donc, ça m'a fait tilt. Hein. De sorte que maintenant, là, avec les élèves, les filles, par exemple, par la grâce de Dieu, nous, dans notre établissement, le lycée municipal de Koumassi, on a commencé depuis l'année dernière une nouvelle expérience de mettre les filles ensemble pour les classes. C'est des classes de filles, et des classes de garçons. De sorte que, bon, ils sont plus en contact. Ça, déjà, ça nous évite un certain nombre de problèmes. Et donc, on peut parler facilement aux filles, on peut leur donner des conseils et tout ça. Et ça produit de l'effet. C'est vrai qu'il y a encore quelques grossesses, quelques avortements choquants, mais bon, on leur parle et je pense que les choses commencent à... Mais il faut leur parler le plus tôt possible d'ailleurs. Il faut parler de ça. Sur ça, moi, je voulais dire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, une des difficultés aussi de notre société, c'est qu'on ne fait pas forcément la différence entre l'information et la formation. Aujourd'hui, nos jeunes ont beaucoup d'informations, parfois même beaucoup trop. Mais est-ce que ça les forme? Ça, c'est un autre problème. Parce que là, quand on parle de valeur, on parle de formation, pas simplement d'information. Parce qu'aujourd'hui, un jeune même de 14 ans, s'il a un téléphone portable dans les mains, il peut avoir un flot d'informations qui parfois ne vont pas le former, et sinon vont le déformer parfois même. Alors, faut-il laisser les jeunes ayant un caractère bien trempé comme Marie apprendre de leurs erreurs? Madame Précy. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord que moi, je me mets dans la position du père Emmanuel. On arrive à un moment où ça devient carrément de l'impuissance. C'est-à-dire qu'on peut être en train d'observer un enfant aller faire des erreurs, mais comme il n'écoute pas, qu'il ne respecte pas, on est obligé de croiser les bras, de le regarder faire tout en ayant un œil. On est obligé de le laisser faire ses propres erreurs parce que de ses erreurs, lui aussi, il peut apprendre. Il peut apprendre. Voilà. C'est comment amorcer les difficultés qui vont suivre après l'erreur. Là. C'est ça qui est véritablement un problème. Et c'est là que peut-être il faut être, en tant que parent ou en tant qu'encadreur, il faut être un peu vigilant. Mais sinon, c'est normal de laisser à un moment donné l'enfant faire ses propres expériences, même s'il y a des erreurs dedans. Voilà. Que dit le père Basile? C'est pas l'erreur toute seule qui va former la personne. L'erreur, toute personne humaine a droit même à faire ses propres erreurs. Mais, et c'est là aussi l'importance d'un aîné, l'importance d'un accompagnateur. Aider à relire les erreurs pour en tirer des leçons. Parce que si on ne relit pas, on peut répéter
presque à l'infini les erreurs. Et donc, ce n'est pas l'erreur en elle-même qui va nous construire, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos erreurs, qu'est-ce qu'on apprend de nos erreurs, qu'est-ce que nos erreurs nous enseignent. Mais ça peut être possible pas seulement avec la personne qui a commis une erreur toute seule, mais avec un aîné, avec un accompagnateur, avec un autre regard qui dit peut-être que ça s'est arrivé pour cette raison, peut-être que tu n'as pas perçu au point de départ cet aspect de la question. Et je crois, de ce point de vue-là, qu'on a tous besoin de nous référer à d'autres, de nous référer à des aînés, de solliciter l'avis de quelqu'un d'autre, de solliciter l'avis de quelqu'un de confiance. On a besoin de ça. Sinon, l'erreur toute seule ne va pas nous enseigner. Madame, oui, monseigneur. Je pense qu'en matière d'erreur aussi, il y a des erreurs qui peuvent porter atteinte à l'avenir ou à la vie même de la personne. Tout à fait. Face à cela, l'éducateur, le responsable, le parent, que doit-il faire? Vous savez, dans une situation normale, on peut vous accuser de ne pas avoir assisté une personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Voilà. Tout à fait. Et donc, quand vous êtes devant votre enfant, quelqu'un qui vous est proche, et vous savez pertinemment que telle erreur va conduire à un seuil de non-retour, et ça comporte les gemmes. Parce que, bon, l'intéressé peut ne pas voir les gemmes, mais vu l'expérience ou bien les faits, parce que l'intéressé peut subir l'euphorie et puis continuer. Il dit, ah, ici, il y a un danger qui va porter atteinte à son avenir, qui va porter atteinte à sa vie. Faut-il admettre que l'erreur puisse servir de leçon? Parfois, c'est une question de non-retour. Il faut savoir dire stop parfois. Parfois, même pour aider. Même pour aider. Très bien, nous allons passer aux toutes dernières questions. Alors, Madame Poissy, quelles sont, on va procéder par énumération, quelles sont les valeurs fondamentales dans la vie? Les valeurs fondamentales. L'amour, la notion du bien et du mal, le respect, la discipline. Père Basile, vous avez votre question également. Comment cultiver dans les esprits la conscience des valeurs? Je pense qu'il faut déjà aider les personnes à croire en leur propre potentiel. Parce que si nous sommes créés par Dieu, nous avons du potentiel. Indépendamment des contingences de la vie, nous avons du potentiel. Et les éducateurs, les personnes qui nous accompagnent, doivent nous aider à croire en notre propre potentiel. Et un autre élément, et ça c'est étonnant qu'ait pu le dire Einstein, non? Le fameux scientifique, il dit il faut apprendre l'amour aux personnes. Parce que l'amour va avoir une dimension de naturel. On peut dire, mais naturellement, on sait aimer. Mais en même temps, il faut apprendre aux personnes à aimer. Il dit que nous passons presque 15 ans de notre vie à l'école. Et malheureusement, on ne nous apprend jamais à l'école qu'est-ce qu'aimer, pourquoi aimer, comment aimer. C'est une limite. Et je crois qu'on a besoin de récupérer cela. Parce que quand vous apprenez aux personnes à aimer la vie, à aimer qui elles sont, à aimer les autres, les dynamiques changent forcément. Très bien. Monseigneur Remwawa, la toute dernière question avec vous. Alors, que devons-nous retenir du sujet duel des valeurs et contre-valeurs, éducation comme transmission des valeurs par la vie? Alors, tout simplement, les valeurs conduisent à la vie, à l'épanouissement, tant au niveau personnel qu'au niveau social avec les autres. Les contre-valeurs, tôt ou tard, conduisent à l'anéantissement de la personne ou à la destruction de la personne ou de la société. C'est tout ce que je peux dire. Très bien. Merci, Monseigneur. Je vous en prie. Malgré les embûches, les valeurs doivent revêtir un caractère dynamique, durable et permettre ainsi à l'individu de vivre en équilibre harmonieux, aussi bien avec lui-même qu'avec les autres. La force motrice de cette émission a été nos personnes ressources, en l'occurrence son Excellence Monseigneur Remwawa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, auteur du roman « Au nom du Père et du Fils », le révérend Père Basile Aka,
prêtre, fils de la divine providence Don Orion et psychologue, et Madame Kouassi Viviane, mère, professeure de français et membre de l'équipe littéraire de Monseigneur Awa. Merci infiniment pour votre brillante participation. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de production. Que Dieu nous garde et à très bientôt.